Bonjour à tous. Alors, on va peut-être attendre quelques instants, le temps que peut-être il y a encore quelques personnes qui se connectent, qui nous rejoignent. Parce qu'il y a encore voilà, des gens qui rentrent. On va peut-être démarrer. Alors, bonjour à tous. Donc, je suis Léo Cohen et je travaille chez Comsoft en tant que Customer Success Manager. C'est un vrai plaisir de vous retrouver aujourd'hui autour de ce webinaire qui va porter sur la gouvernance de Microsoft 365. Un sujet passionnant qui vous sera présenté par Alexia Mambouka dans quelques instants. Bonjour Alexia. Bonjour Léo, est-ce que tu m'entends bien? Je t'entends très bien. Ok, merci. Alors, est-ce que tu pourrais nous décrire un peu ton poste, nous dire qui tu es en quelques mots? Oui, bien sûr. Alors, je suis team leader sur la partie Cloud Modern Workplace chez Bechley Comsoft. Et avec mon équipe, nous accompagnons les clients dans leur démarche d'adoption et de gouvernance des outils collaboratifs dans le cloud, des outils comme par exemple Microsoft Teams. Très bien. Merci à toi. Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons présenter rapidement Bechley Comsoft pour tous nos participants qui ne connaîtraient pas l'entreprise. Et ce que je vous propose, c'est que nous allons couper notre caméra pour fluidifier un peu la présentation et pour limiter un peu les bugs qui peuvent arriver. Hop. Alors, donc Bechley Comsoft, fondé en 1990, c'est une filiale software du groupe Bechley AG. D'accord. Nous délivrons des missions d'accompagnement et de conseil et de vente autour du licensing, du développement du cloud et du software asset management. Aujourd'hui, nous disposons d'experts dont les compétences couvrent les principaux champs d'application du software, donc que ce soit le cloud, le modern workplace, la mobilité, la virtualisation, la sécurité, les gestions des actifs logiciels. D'accord. Et ça fait depuis maintenant 31 ans que nous avons ces expériences-là et nous comptons 66 collaborateurs répartis sur toute la France et nous sommes fournisseurs de cloud via notre propre plateforme qui est Bechley Cloud. Nous travaillons avec plus de 300 éditeurs partenaires actifs, dont Microsoft, chez nous, qui nous sommes partenaires Gold avec eux. Voilà. Alors, on va pouvoir passer à l'agenda. Donc, ce matin, nous vous proposons une approche conceptuelle et pratique du Modern Workplace et de la gouvernance 365. L'idée était d'alimenter vos réflexions sur un projet de gouvernance 365 réussi. Et ensuite, nous vous présenterons notre méthodologie d'accompagnement. Alexia, c'est à toi. Super, merci Léo. Alors, je pense que nous sommes nombreux à avoir entendu ce nom ou au moins une fois au détour d'une discussion, d'un article, d'un projet, donc le Modern Workplace, mais qu'est-ce qu'on entend exactement derrière ce concept? Selon Microsoft, le Modern Workplace consiste à essayer d'atteindre un équilibre entre
votre vie professionnelle et votre vie privée. Et c'est également la promesse de la technologie qui nous aidera à en faire plus avec moins d'efforts. Donc, pour comprendre cette notion, il faut se pencher sur les problématiques qu'elle va adresser, à savoir, premièrement, le fait que la nature du commerce et du travail ait changé. Nous l'avons bien constaté depuis déjà, notamment encore plus depuis 1 ou 2 ans. Nous avons également le fait que les outils de sécurité conventionnels ne soient plus adaptés et le fait que les coûts liés aux infractions et le nombre de réglementations soient complètement en hausse. Donc, on peut dire vraiment rapidement que le monde a changé et qui n'arrêtera pas sa course de sitôt. On va constater aujourd'hui que, effectivement, le commerce et le travail que nous connaissions ont changé. Nous en avons été témoins déjà, la Covid-19 a rebattu les cartes et nous a poussé fortement vers une nouvelle manière de s'organiser, un nouveau mode de travail. Hier encore, on avait à se préoccuper de protéger les ressources d'entreprise localisées uniquement au sein des bureaux physiques, alors que maintenant, on va s'organiser avec du travail à distance. Les salariés également vont avoir besoin d'accéder à des informations et de recevoir le matériel correctement configuré directement chez eux. Et d'un autre côté, les administrateurs, eux, vont chercher à déployer des stratégies qui vont permettre de tout sécuriser à différents endroits. Cela dit, les outils de sécurité, et généralement ceux qui sont en place depuis longtemps, ne vont plus être vraiment adaptés. Il va se poser des questions sur comment permettre l'accès à distance à des applications sans compromettre la sécurité, comment gérer les appareils, qu'ils soient personnels ou professionnels, ainsi que les applications d'une manière unifiée, et comment protéger les ressources de l'entreprise tout en gardant nos utilisateurs productifs. Et justement, Microsoft a proposé son concept du Modern Workplace, encore appelé lieu de travail moderne, pour accompagner cette mutation des organisations. Par définition, avec Microsoft 365, on va retrouver une solution intégrée qui va réunir des applications de productivité, telles que Office, des outils de collaboration, comme Microsoft Teams, avec de la sécurité avancée et des capacités de gestion des périphériques. Donc, intéressons-nous à cet outil Microsoft Teams. Ce n'est un secret pour personne, hein, nous en disconviendrons. Microsoft Teams, c'est le produit qui connaît la plus forte croissance en termes d'adoption que Microsoft ait jamais connu. C'est un outil de travail en équipe qui est vraiment présent au sein de l'environnement Microsoft 365. Et il est basé sur le cloud et fournit des fonctionnalités telles que la conversation instantanée, les appels, les réunions ou encore le partage de documents. On va même aller jusqu'à parler totalement de plateforme collaborative ou encore de hub, puisque c'est une solution qui va centraliser tous les outils liés à la conduite de projet, à la gestion des connaissances et même à la communication. Vous pourrez même y intégrer des applications tierces. Et on a même une étude de Microsoft qui a montré qu'avec l'utilisation de Teams au sein d'une société, on pouvait observer un gain moyen de 28 minutes par jour et par employé. Alors, Alexa, moi je t'avoue que je suis un peu curieux de savoir comment fonctionne Teams au sein de l'écosystème 365. Est-ce que l'outil est autonome? Comment ça s'articule? Oui, et c'est très important, effectivement, le point que tu soulèves, Léo. Effectivement, Microsoft Teams fonctionne avec plusieurs services de la suite pour offrir une expérience beaucoup plus riche à l'utilisateur. Donc, pour prendre en charge cette fonctionnalité globale de Teams, vous devez activer certains services et certaines fonctionnalités et bien évidemment affecter les licences adéquates à vos utilisateurs. Alors, déjà, la création de groupes Office 365 doit être activée parce que c'est celle-là qui va permettre aux utilisateurs de créer leurs propres équipes dans Microsoft Teams. Ensuite, on va avoir les fichiers de conversation qui seront stockés dans le OneDrive de l'utilisateur et tout ce qui va concerner les fichiers d'équipe
seront conservés directement, stockés dans le SharePoint de l'équipe en question. Donc, il faut bien garder à l'esprit que sans SharePoint et ou OneDrive, vous ne pourrez pas stocker et partager des fichiers dans des canaux. Vous ne pourrez pas non plus effectuer des partages de fichiers qui soient privés ou même d'accéder à un site SharePoint d'équipe. Donc, pensez bien à les activer. Ensuite, pour tout ce qui sera message de canal, vous les verrez enregistrés directement dans Exchange Online. Donc, effectivement, Teams va pouvoir fonctionner avec un Exchange on-premise ou encore en local, mais cela nécessitera une configuration supplémentaire. Enfin, les conversations privées. Les conversations privées, les réunions et les appels vont solliciter le service de boîte aux lettres de l'utilisateur. D'accord? Donc, on ira également solliciter la boîte, le serveur Exchange Online. Du coup, si vous m'avez bien suivi, j'ai une petite question pour vous que vous allez voir afficher rapidement à l'écran. Est-ce que vous saurez trouver l'intrus parmi ces propositions? Quel est le service dont ne dépendrait pas Microsoft Teams pour offrir les fonctionnalités présentées un peu avant? Voilà, 43% de votants, 46, 49. On va attendre encore un petit peu. 72, 73. Je crois qu'on est plutôt pas mal. Il reste encore 2 secondes. Je pense que tout le monde a voté. C'est top. Allez, on ferme le sondage et je l'affiche. Merci. Ouais. Super. Donc, en majorité, c'est génial. Effectivement, vous avez choisi Power BI. Léo, toi, de ton côté, qu'est-ce que tu as choisi? Bon, alors je vois que je suis pas dans le faux, j'ai également choisi Power BI. Donc, c'est une bonne chose. Et du coup, pour quelle raison tu as choisi Power BI? Alors, là aussi, j'espère pas me tromper. J'ai choisi Power BI parce que c'est un outil d'analytics. Donc aujourd'hui, on peut utiliser Teams et profiter pleinement des fonctionnalités sans avoir nécessairement activé Power BI. Enfin, je pense. Ouais, c'est exactement ça. Merci pour ta réponse, Léo. Tu m'as bien écouté également. Ok, parfait. Alors, passons maintenant à un sujet qui monte de plus en plus, celui donc de la gouvernance 365 et qui va intéresser d'autant plus qu'on sera un utilisateur des solutions Microsoft 365. Alors, ne vous y trompez pas, parce que mettre en place une réelle gouvernance n'est pas un effet de mode. Beaucoup d'organisations ont pensé pouvoir s'en passer et ont payé le tribut associé. La première erreur consiste à penser que la gouvernance n'est pas nécessaire, optionnelle ou partielle. L'essor des usages récents dans l'outil Teams a mis en évidence finalement l'importance de vraiment penser sa stratégie de gouvernance parce que ça va permettre d'assurer un équilibre entre la gestion et l'utilisation de l'outil. Donc, vous encourez quelques risques à ne pas définir de gouvernance. On commencera justement par quelques exemples de risques encourus. Bien sûr, ce n'est pas exhaustif, mais ils sont assez pertinents pour se représenter justement ce à quoi on pourrait s'attendre. Déjà, ne pas mettre en place une véritable gouvernance autour de Teams va créer une hausse importante d'équipes qui seront créées. Alors, l'essor des équipes va être le résultat du fait que les utilisateurs seront autorisés à créer des équipes à la demande sans qu'ils aient été réellement formés, drivés, donc sans gouvernance ni application de vos processus. Donc d'abord, ils vont créer une équipe test qui sera créée pour comprendre la meilleure façon d'utiliser, puis comprendre les différentes fonctionnalités. Ensuite, on va constater une création qualifiée de virale, où on va se rendre compte que finalement, les utilisateurs créeront des équipes
soit pour une conversation, soit pour partager des documents de façon très ponctuelle. Et en définitive, on aura créé un environnement encombré qui va nuire à l'adoption et à l'expérience globale de Teams. Ensuite, on va constater des disparités entre les équipes. Donc, on va chercher à promouvoir la productivité et laisser les collaborateurs créer des équipes, des canaux, des chats. Et sans l'ombre d'un doute, il y aura des disparités entre vos équipes. Chaque équipe sera structurée différemment, aura des dénominations différentes. Et en définitive, les données seront éparpillées à différents endroits et en fait, ça va réduire la productivité au lieu de la faciliter. Et enfin, vos données confidentielles seront exposées. Donc, ça dit tout. Du fait que vous n'ayez pas défini de règles de confidentialité pour vos documents qui sont partagés vers l'extérieur, ça protégera d'autant moins vos informations sensibles. Par exemple, on va parler de numéro de carte, de sécurité sociale, d'autres documents confidentiels qui échapperont du coup à votre vigilance. Et ça me rappelle notamment une anecdote d'un employé d'un cabinet de conseil très connu qui avait laissé des rapports d'audit sur le serveur de sa box et qui les a retrouvés sur Internet parce que sa fille avait fait une mauvaise manipulation. Brisons donc la glace avec ce sujet de gouvernance 365. Microsoft va définir la gouvernance au sens où c'est l'ensemble des stratégies, des rôles, des responsabilités et des processus qui vont vous permettre de contrôler la façon dont les services commerciaux, les équipes IT d'une organisation vont collaborer pour atteindre un objectif. C'est un sujet qui va embarquer autant les IT managers que les utilisateurs finaux. Donc, on va ici garder en tête que la gouvernance, en théorie, va toucher tous les sujets. On peut faire de la gouvernance des solutions, c'est-à-dire justement réfléchir à une solution de gestion globale des solutions de l'organisation. On peut faire de la gouvernance des découvertes, c'est-à-dire faire de la découverte d'informations comme des mots-clés, des utilisateurs ou encore des configurations réseau. On peut faire de la gouvernance de sécurité, où là, on va aller gérer des stratégies autour de la sécurité ou même mettre en place un pilotage de la sécurité. Et on va également pouvoir mettre en place de la gouvernance des contenants et des contenus. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là? Gouvernance des contenants, on va s'intéresser à tout ce qui concerne les éléments et les aspects constitutifs d'une équipe Teams. Donc, on va se poser la question, qui est-ce qui peut créer une équipe ou encore quelles règles est-ce que je vais appliquer à la gestion de cette équipe? Et dans la gouvernance de contenu, ça va concerner tout ce qui sera documents, dossiers et chat à proprement parler. Et ainsi, on pourra répondre à la question, qu'est-ce qui a été partagé et où est-ce que ça a été stocké, conservé. Donc, on peut également multiplier différentes sortes de gouvernance. On peut, par exemple, mettre en place une gouvernance de la donnée, une gouvernance de l'identité et même une gouvernance de la collaboration. Mais le plus important, c'est que vous sachiez identifier le type de gouvernance dont vous avez réellement besoin. Merci Alexia. Alors simplement, est-ce que toi tu sais où est-ce qu'on peut réaliser ces paramétrages liés à la gouvernance? Est-ce que tu as quelques astuces à nous partager? Alors oui, j'ai quelques astuces à partager, sachant évidemment qu'il y a toujours des quick wins pour pouvoir mettre en place une gestion, pour gagner du temps, mais cela ne dispensera évidemment pas de mettre en place une réelle démarche de mise en œuvre de la gouvernance. Alors, par exemple, si vous voulez créer des équipes, mais gérer la partie cycle de vie des groupes, on en a parlé, le cycle de vie, par exemple, d'une équipe, c'est comment est-ce qu'elle naît, comment est-ce qu'elle est gérée, comment est-ce qu'elle va finir sa vie, ou encore comment est-ce qu'on nomme cette équipe. Tout ça, ça pourra être géré directement depuis le centre d'administration Azure Active Directory. Si vous voulez gérer les applications à disposition des collaborateurs et qui peuvent être intégrés dans les équipes, vous pouvez aller le gérer directement dans le centre d'administration Teams et également mettre à contribution le flux Cloud App Security.
Pour tout ce qui va être gestion des fonctionnalités de Teams, évidemment, vous allez pouvoir le gérer directement dans le centre d'administration de Teams. Pour ce qui est donc de la gestion des invités, et on y reviendra parce que c'est un sujet qui a vraiment beaucoup d'intérêt et qui préoccupe aussi beaucoup les organisations. Vous pourrez le gérer directement dans les centres Teams et Azure Active Directory. Plus globalement, pour tout ce qui va être d'autoriser les applications externes dans Teams, vous avez à disposition le centre d'administration M365 pour faire ce contrôle. Pour tout ce qui va être gestion du Secure Score. Alors, le Secure Score, c'est une espèce de positionnement, c'est votre positionnement sécurité du fait que vous utilisiez l'environnement Microsoft 365. Vous pourrez aller le gérer depuis le centre de sécurité où vous trouverez justement les différents paramétrages et différents conseils pour monter, faire évoluer justement vos paramétrages et votre positionnement de sécurité. Vous pourrez également créer des étiquettes de confidentialité, étiquettes qu'on va par exemple pouvoir apposer sur des documents. Lorsqu'on veut flaguer un document comme confidentiel, vous allez pouvoir le gérer depuis le centre de conformité Office 365. Et pour tout ce qui va concerner l'archivage de vos équipes, vous pourrez mettre en place ces stratégies depuis le centre d'administration SharePoint. Dans la mesure du possible, il est aussi important de contrôler votre gouvernance dès le début. Donc là, on vous présente quelques points de démarrage de la gouvernance. Il faudra, par exemple, se pencher sur le sujet de la création ici. Donc, se demander qui peut créer. Un de nos clients, par exemple, avait choisi de laisser le droit de création à tout le monde et 1 an plus tard, il y avait déjà des équipes qui étaient créées dans tous les sens. Donc, une solution qu'on avait trouvée au cours de la mission d'accompagnement était justement de n'autoriser les créations d'équipes qu'aux chefs d'équipe, les chefs de projet, et de mettre en place des bibliothèques partagées sur OneDrive pour laisser la possibilité aux utilisateurs collaborateurs, notamment les responsables packaging, d'échanger leurs documents en direct avec leurs agences de communication. On va également pouvoir gérer donc le nommage des groupes qui ici va permettre d'ordonnancer les équipes et donc de s'y retrouver plus facilement. On va parler de configuration de l'accès des invités et là, ça va permettre de gérer qui peut ajouter des invités, qui peut inviter tout simplement, et surtout de placer le curseur sur ce qu'on peut faire en termes de partage et d'accessibilité aux fichiers. Sur cette partie accès des invités, vous serez amené à rencontrer également le terme accès externe. C'est très important notamment de connaître la différence subtile qui existe entre justement accès externe et accès invité. L'accès externe, qu'on va également appeler fédération, va vous donner le droit d'accéder à un domaine en entier, enfin, notamment va donner le droit à cet externe d'accéder au domaine entier au sein duquel le participant n'a accès qu'à une conversation fédérée avec un seul utilisateur à la fois. Donc ici, le participant n'aura accès qu'aux équipes Teams, n'aura pas accès, pardon, aux équipes Teams, ni même aux ressources correspondantes. Donc là, c'est plus restrictif. En comparaison avec l'accès invité, on va octroyer des autorisations d'accès qui vont permettre à la personne concernée d'accéder à toutes les ressources, comme les discussions et les fichiers de canaux. Enfin, il peut convenir également de regarder toute la partie surveillance. Et ça pourra se gérer dans différentes consoles, comme par exemple la console d'administration Teams, de SharePoint ou encore Microsoft 365 Admin Center. Alors, Alexia, moi je suis un peu désolé, mais j'ai un peu peur parfois que certains invités modifient mes documents. Alors, qu'est-ce que tu peux me conseiller dans ces cas-là? Alors, tu n'es pas le seul justement à avoir cette préoccupation. On va aller regarder ce qu'on peut faire justement concernant la gestion des invités et l'accessibilité aux documents. Déjà, ce qu'il faut voir, c'est si tu souhaites mettre en place une politique qui soit à l'échelle de l'organisation, à l'échelle du groupe ou de l'utilisateur. On va avoir 3 possibilités de gestion des accès invités au niveau administrateur.
On peut autoriser, mettre en place des autorisations à l'échelle des utilisateurs. Donc, à ce moment-là, les administrateurs vont pouvoir créer des politiques qui vont se mettre vraiment au niveau du rôle utilisateur. On pourra par exemple déterminer que seuls les utilisateurs ayant le rôle guest inviter, donc inviteur, on va dire, pourront justement aller inviter des entités. Donc ça, c'est quelque chose qui pourra se définir au sein de l'Active Directory, l'Azure Active Directory, et on pourra prendre en référence, par exemple, un objet d'utilisateur, comme par exemple le titre de l'utilisateur, sa description de poste, etc. Donc on pourra, par exemple, dire, en fait, moi, je décide de donner ce rôle uniquement aux managers, et seuls les managers pourront justement inviter des externes. On peut également restreindre au niveau du domaine. Donc, pareil, dans l'Azure Active Directory, les administrateurs pourront créer une liste qui va autoriser ou interdire des domaines de partenaires externes. OK? Et enfin, au niveau du groupe, et ça se gérera au niveau du centre d'administration 365, on pourra définir l'accès invité à un groupe en particulier. On peut également créer ce qu'on appelle des accès conditionnels. Un accès conditionnel va vous permettre donc de définir, comme son nom l'indique, différentes conditions selon lesquelles un invité pourra accéder à des ressources. Hormis justement cette configuration gérable au niveau de l'administration, il y a également des usages, des façons de faire au niveau de l'utilisateur final. Donc, je vous propose de voir ça ensemble. Donc, en prenant un cas pratique, prenons le cas suivant. Si je travaille sur des documents qui sont sensibles et que je ne souhaite pas donner accès à des invités, alors qu'est-ce que je peux faire? Allons cette fois dans sur notre console. J'ai ouvert un Teams, donc mon application Teams depuis le web. Je suis un utilisateur final et je suis propriétaire de mon équipe, par exemple, et je souhaite donner accès je souhaite partager un document. Je sais que dans mon équipe, j'ai des invités, mais je ne voudrais pas que tout le monde puisse, par exemple, modifier mon document. Donc, alors, je vais, par exemple, aller charger un document directement sur l'équipe concernée. Donc, voilà, ça va charger un petit peu. Et tout de suite, après que le document ait été chargé, je vais voir dans les fichiers pour ouvrir ce document depuis mon application SharePoint. Alors, ouvrir dans SharePoint. Le fait d'ouvrir le document dans SharePoint va me donner plus d'options, justement, de gestion de ce document. Alors, justement, mon document, il est là. Donc, je vais ouvrir et là, vous voyez, j'ai un bouton qui s'appelle « Gérer l'accès ». Quand j'ouvre justement « Gérer l'accès », je vois les personnes qui ont accès à ce document. Donc, ça va être les propriétaires de cette équipe, force de vente. Et je vois que les visiteurs ont uniquement accès à ce document en consultation possible. Donc, c'est le cas par défaut parce que mon administrateur a mis ce paramétrage, justement. Si mon administrateur avait laissé l'accès à tout le monde, j'aurais eu par définition un accès en modification et là, j'aurais pu switcher justement le niveau d'accessibilité à mon document pour les externes. Je peux évidemment également aller restreindre le droit au niveau de mes membres. Donc, je peux décider de les passer finalement également en consultation uniquement. Et je peux même rajouter à la main des droits à des personnes spécifiques. Donc, ça, c'est ce que je peux faire au niveau de l'utilisateur final. Au niveau, cette fois, de l'administration, on remarquera que ici, je suis allée dans mon centre d'administration SharePoint. Comme vous le voyez ici, je suis allée sur l'onglet « Partage » qui va me permettre donc de gérer le partage externe de mes documents. Donc, ici, vous verrez, j'ai défini que le contenu, justement, soit le plus restrictif possible et que seuls les membres de mon organisation aient accès à mon document.
et je peux justement changer le niveau. Donc, ce que vous remarquerez, c'est que SharePoint définit automatiquement. C'est SharePoint qui prend la main sur le niveau d'accessibilité. Et OneDrive suit. Donc, je peux décider d'être à ce niveau et je ne pourrais pas monter plus haut pour OneDrive. Et si je décidais d'être plus permissif pour SharePoint, je pourrais dire que côté OneDrive, je veux simplement que ce soit les membres de mon organisation qui aient accès à mes documents. Donc, vous avez des options de partage externe supplémentaires. Vous pouvez limiter le partage externe par domaine. Vous pouvez également attribuer seulement l'autorisation à des groupes de sécurité. Et vous pouvez aller configurer le type de lien de partage en spécifiant que ce sera uniquement accessible à des personnes spécifiques, aux membres de l'organisation ou à toute personne disposant du lien. Donc ici, par définition, je pourrais le mettre en consultation ou en modification pour les externes. Une autre façon de faire, et on l'a vu un peu avant, si on remonte à un niveau administrateur, c'est qu'on peut aller définir justement les paramètres de collaboration externe, où on le verra ici, on peut aller définir les niveaux de restriction d'accès d'un utilisateur invité. On peut décider que ce soit les mêmes accès qu'un membre ou on peut le limiter tout simplement. En ce qui concerne donc le paramètre d'invitation, c'est-à-dire qui peut inviter ou comment est-ce que ça se passerait si moi, je souhaitais inviter des externes. Alors, vous pouvez définir que tous les utilisateurs de l'organisation aient accès, aient la possibilité d'inviter des externes, ou vous pouvez justement le spécifier uniquement à certains rôles. On l'a vu, par exemple, vous pouvez dire que ce sera le cas seulement pour les utilisateurs qui ont le rôle administrateur. Et ici, vous pouvez aller restreindre, comme on le disait, au niveau du domaine, les autorisations d'invitation. Pour terminer, on l'a vu, si vous souhaitez créer des stratégies d'accès conditionnel, moi ici, j'ai décidé de créer une stratégie qui s'appelle Teams Guest Users, qui m'a permis d'apposer des conditions d'accessibilité à l'application Teams. Donc, je l'ai spécifié pour les invités qui souhaitent consulter les ressources de Teams. Et j'ai défini, donc ici, j'ai défini l'application Teams et j'ai configuré pour que ce soit applicable à un type d'appareil. Donc, s'il y a des connexions via iOS. Et si c'est le cas, justement, le contrôle de sécurité qui se met en place, c'est que j'exige systématiquement une authentification multifacteur. Alors, j'espère que voilà, la démo a été claire. Encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et on y reviendra, bien entendu, à la fin du webinaire. En conclusion, la gouvernance dans Teams peut se résumer à 4 briques d'un puzzle qu'on va décortiquer un tout petit peu. On va avoir la gestion de la création. Donc, la gestion de la création va inclure tous les éléments à mettre en place lorsqu'on parle de création des équipes Teams. On va parler des aspects réglementaires. On va parler de l'aspect gouvernance au sens large et on va également parler de la partie protection de la donnée et partage vers l'extérieur. Vous verrez des petits cœurs sur les aspects qui sont importants à ne pas oublier dans votre gouvernance. Pour ce qui est de la création, c'est un sujet qui revient souvent chez les DSI car ils ont des inquiétudes sur comment garantir la sécurité et comment contrôler l'information. Donc, justement, comment et pourquoi il faudrait mettre en place une nomenclature au niveau des équipes et comment proposer une structure qui soit, par exemple, prédéfinie pour aider, pour pousser l'usage justement des collaborateurs. Par exemple, vous pourrez avoir justement un cas d'usage où les commerciaux auraient envie d'avoir toujours la même structure pour gérer leurs appels d'offres. On va également avoir tout ce qui va concerner les stratégies d'expiration.
Ici, on va dire par exemple qu'on définit une durée d'expiration d'une équipe. On va la définir à 120 jours. Au terme des 120 jours, le propriétaire d'équipe va être notifié pour savoir si l'équipe doit continuer ou si, enfin, continuer à exister ou si elle doit être supprimée. D'accord? L'aspect formation également est très important parce qu'on va revoir l'importance de former les utilisateurs à un bon usage de Teams et acquérir les bonnes pratiques d'utilisation. Et le dernier élément important, ça va faire référence à toute la partie suivi et pilotage qu'on verra un peu plus loin. Pour ce qui est de la réglementation, il est recommandé de définir la politique de rétention, mais aussi de suppression. Par exemple, dans le cadre de la GDPR, vous aurez à définir certainement la suppression de certaines informations au bout de 30 jours, par exemple. Il va également être possible de consulter de l'information via un portail qu'on appelle le e-discovery et vous aurez certainement des obligations légales de rétention de l'information et vous pourrez utiliser la fonctionnalité qu'on appelle le legal rule. Pour ce qui est de la gouvernance, au sens plus large, on va dire qu'elle va permettre de répondre à des problématiques que les solutions précédemment proposées ne solutionnent pas. Par exemple, si vous souhaitez appliquer une nomenclature basée sur un champ texte et pas sur une règle dynamique, ou si vous voulez mettre en place un mécanisme de workflow qui contienne un mécanisme d'approbation. Ce sera compliqué avec les solutions déjà en place et donc il faudra gérer soi-même la création automatique. Donc ça inclut justement cet aspect plus automatisation de la gouvernance. Ensuite, vous aurez par exemple à gérer le cas des équipes dites orphelines, donc sans propriétaire. Évidemment, il y a des bonnes pratiques qui seront communiquées aux propriétaires en leur demandant d'indiquer à minima 2 propriétaires dans une équipe, mais vous pourrez également au niveau de l'administration, grâce à un script, aller détecter ces équipes-là qui sont orphelines. Ensuite, on pourra également parler de l'intégration d'outils tiers. On a beaucoup d'intégrateurs qui vont permettre justement d'utiliser des solutions pour aller plus loin dans vos mécanismes de gouvernance. Et peut-être justement, vous aurez à gérer des aspects de gouvernance peut-être plus fins et plus adaptés à vos besoins du moment. Enfin, le dernier pilier qui ici va concerner la protection de la donnée et le partage vers l'extérieur, on va commencer à réfléchir à la protection de l'accès à l'identité. Donc, comme vous le voyez, on a un certain nombre d'outils qui vont permettre de le faire et le plus indispensable, ça va être l'activation du multi-factor authentication. Quand vous bénéficiez de l'Azure ADP1, il est possible de détecter, par exemple, les mots de passe qui sont faibles ou de mettre en place des politiques de sécurité bien spécifiques. Pour tout ce qui va concerner la protection de l'accès, on va pouvoir le gérer en mettant en place, comme on l'a vu dans la démo, des règles d'accès conditionnelles. Par exemple, si votre périphérique est suspicieux ou s'il ne respecte pas des règles de compliance définies par votre organisation, vous allez pouvoir le bloquer bloquer directement son accès. Et au niveau du partage de documents, vous allez pouvoir donner la possibilité à vos métiers de classifier des équipes et des sites SharePoint. Donc, le fait de classifier justement ces aspects va enclencher des mécanismes de sécurité. Par exemple, si je crée une équipe avec un label général, aucun paramètre de sécurité ne va s'appliquer, par exemple. Par contre, si je crée une équipe à vocation de partager des données confidentielles comme on le voit dans les COMEX, le fait d'ajouter un label comme un label confidentiel va, par exemple, empêcher l'invitation d'externes ou empêcher l'accès via un périphérique non autorisé. Donc, et évidemment, la classification pourra d'autant se faire sur les documents en eux-mêmes. Alors, cette fois, je vous propose un petit sondage
pour savoir sur quelle brique de ce puzzle de la gouvernance de Teams vous auriez-vous besoin d'approfondissement. Est-ce que ce serait sur du contrôle des créations, sur de la conformité réglementaire, de la gouvernance ou de la protection des données et du partage vers l'extérieur? On laisse tout le monde voter sur le sondage. Il y a déjà la moitié qui ont répondu. Laissez encore quelques secondes. « 70%. Et on va laisser encore 5 secondes et on va fermer le sondage. Parfait. Allez, je ferme. Alors, en majorité, donc, ce serait sur les sujets de protection des données, du partage vers l'extérieur, ensuite de la gouvernance, puis du contrôle de la création et un peu moins sur l'aspect conformité réglementaire. D'accord, super. Merci pour vos retours. Alors, Alexia, petite question. Ces sujets-là sont assez complexes pour certains utilisateurs. Et justement, est-ce que chez Bechley Comsoft, on sait comment accompagner les clients sur ces différents sujets? Alors oui, et on verra notre approche tout de suite après. Et pour tout ce qui relève de l'intégration technique, nous travaillons avec un grand nombre de partenaires habilités sur le sujet. Parfait, merci à toi. Et alors aujourd'hui, quelle est notre valeur ajoutée chez Bechley Comsoft? Bien, écoute, ta question me permet donc de faire la transition sur notre dernière partie. Donc, Parfait. justement, Alors, sur réussir vos projets avec notre approche. Donc, la gouvernance, évidemment, elle peut se faire Alicia, sur l'ensemble des solutions. Oui, je te coupe parce que je ne sais pas si on revoit ta présentation. Donc si tu veux peut-être la repartager. alors, très bien. Je pense que c'est peut-être parce qu'il faut clôturer le sondage, non? Il est déjà clôturé, ouais, c'est bon. Alors, ok. On va peut-être relancer alors la C'est bon. présentation. On voit la Parfait, présentation, merci. nickel. on voit Ok, bien, super. c'est parfait. Super. Alors justement, comment réussir votre projet avec notre approche? C'est important de réfléchir à votre gouvernance qui peut se faire sur l'ensemble des solutions et pas uniquement sur Teams, bien entendu. Et le plus important, c'est de savoir comment se positionner. Donc, ce qu'on vous recommande, c'est avant tout de définir justement vos stratégies et donc de définir le périmètre de votre gouvernance, de savoir justement quelle gouvernance est en place déjà chez vous et quels sont les besoins au niveau de votre organisation. Donc, justement, l'idée, c'est de définir déjà des rôles et des responsabilités, donc de savoir qui sera responsable tout au long de la démarche, de définir tout ce qui est autour de l'application des stratégies, pour savoir ce que vous pouvez faire, et ensuite de définir tout ce qui sera process, donc de commencer à dessiner comment on pourra le faire, puis de définir et sélectionner les outils adéquats qui pourront vous permettre de mener à bien cette démarche. Comme il y a beaucoup de sujets à couvrir, vous pouvez démarrer par le strict minimum. L'idée, c'est que vous puissiez, par exemple, déjà mettre en place des comités entre les DSI et les métiers, parce que souvent, les clients veulent démarrer par des gouvernances qui peuvent parfois être trop complexes, alors qu'elles ne sont pas forcément adaptées aux besoins métiers. Donc, dans ce cas-là, organisez justement la rencontre entre les deux parties. L'idée, évidemment, c'est de ne pas continuer à favoriser le shadow IT. Ensuite, regardez tout ce qu'il y a en obligatoire. Par exemple, tout ce qui va être réglementation qui vous sont recommandées et qui sont obligatoires pour votre environnement et voyez comment les mettre en place. Puis, on va parler de l'évaluation du risque métier parce qu'au final, c'est bien les métiers qui vont utiliser ces solutions. Et on ne va pas oublier d'inclure l'aspect formation. Lorsqu'on entame un projet de gouvernance, il faut tenir compte donc de cette stratégie de gouvernance, de sa mise en œuvre et de ce suivi. Dans notre approche, on va dimensionner
l'accompagnement en fonction de la taille de l'entreprise, de ses spécificités et de ses contraintes. Et on va commencer donc par définir la stratégie. Ça va être donc de comprendre et de construire votre stratégie. Donc, on va justement comprendre votre environnement, vos configurations, vos usages. Et donc, ça va donner lieu au dessin d'une cartographie de vos usages et de vos configurations. Et on va construire donc cette stratégie en dessinant justement un schéma de mise en œuvre qui va inclure les choix de configuration que vous aurez à faire, les bons indicateurs, la gouvernance de projet, etc. Puis, on va mettre en œuvre cette stratégie où on va déployer le schéma de mise en œuvre construit à l'étape d'avant et on va suivre la progression justement en pilotant grâce aux indicateurs définis et en challengeant justement la démarche. Le but, c'est de pouvoir corriger un indicateur s'il n'est pas pertinent et voire même de le faire évoluer. Alors, Alexia, si on ne sait pas déterminer exactement si on a plus besoin de gouvernance que de formation ou d'autres accompagnements autour de Office 365, comment je peux qualifier mon besoin aujourd'hui? Alors, justement, pour qualifier votre besoin, on peut vous accompagner très en amont dans l'étape et on a défini donc justement un schéma de décision qui peut vous aider déjà à vous positionner. L'idée étant justement de vous poser la question si vous avez la maîtrise sur comment vous pouvez déployer ou même comment attribuer vos licences. Alors, c'est important parce que ça met en œuvre des aspects de est-ce que je sais ce qu'il y a dans mes licenses et est-ce que je les ai attribuées aux bonnes personnes. Donc, si vous ne savez pas le faire, nous, on vous propose une mission de profilage 365 qui va vous permettre de répondre à ces questions. Qui sont vos profils d'utilisateurs, de quoi ils ont besoin et est-ce que vous avez correctement rationalisé vos licences? Donc, il y a évidemment un enjeu de coût derrière. Dans le cas où on vous emmène où finalement vous êtes déjà dans la maîtrise de cette partie, l'idée c'est de vous poser la question sur la maîtrise des usages de vos collaborateurs. Si justement vous n'avez pas la maîtrise de ces usages, l'idée c'est bien évidemment de faire un travail dessus, donc via par exemple nos ateliers usage ou immersion 365 qui vont vous permettre de définir les bonnes pratiques d'usage et de déterminer où est-ce que vous pouvez vous améliorer. Dans le cas où ces usages sont maîtrisés, on peut commencer à penser justement à une stratégie pertinente. Donc, soit vous voulez vous positionner sur du développement et de l'accompagnement de l'usage, et dans ce cas-là, c'est de l'adoption et de la conduite du changement, où là, on va réfléchir à comment faire utiliser les outils à vos collaborateurs et lever les éventuels freins. Et si vous voulez plutôt vous positionner sur la partie gestion et maîtrise de votre écosystème, on ira plus sur une mission de gouvernance où là, on va s'occuper de toute la partie gestion et administration de l'écosystème et de la stratégie à mettre en place. Donc, si vous ne possédez pas la connaissance et la compétence, nos équipes sont à votre disposition justement pour vous accompagner ainsi qu'avec nos partenaires techniques. Et sinon, ce sera donc un projet à mettre en place en interne. Donc, pour terminer, beaucoup de questions. Oui, je t'écoute. On a beaucoup de questions. On y répondra à la fin. Je me permets de rassurer les participants. D'accord, très bien. Alors, justement, pour rendre ça plus concret, on va terminer sur un cas d'usage, justement, d'une société on va appeler ABC, justement, qui compte 750 employés, qui a activé Teams dans l'urgence de la crise sanitaire. Je pense que beaucoup sont dans ce cas-là. Qui a constaté donc des disparités dans ses usages, un manque de bonnes pratiques et de contrôle IT, et justement qui nous a fait part de préoccupations de côté de ses administrateurs et utilisateurs. Donc, un exemple, côté administrateur, c'est qu'ils se sont retrouvés avec toute une flopée de groupes, donc d'équipes Teams, donc 1200 groupes pour 750 salariés. Et côté utilisateur, par exemple, ils ont monté la problématique du fait que, au final, à force d'avoir créé des équipes qui portent les mêmes noms, ils ne savaient plus laquelle utiliser, ou en fait, au final, ils utilisaient Teams de la mauvaise façon. Donc, l'idée, c'était pas de donner une solution comme ça toute faite, c'est de vraiment préciser, d'aller vraiment droit au but
vers une solution pertinente et qui colle aux besoins. Donc, ça a été de faire s'exprimer le client clairement sur ses besoins. Et pour ça, on a établi donc des scénarios de cas d'usage qui ont permis donc d'exprimer le réel besoin et donc d'identifier l'opportunité ou le problème. Donc, je vous prends un exemple. On a, par exemple, détecté qu'il voudrait contrôler le nombre d'équipes créées. Ben, justement, pour le faire, il faut définir des autorisations à certains utilisateurs et pour cela, il faut donc spécifier des autorisations par groupe d'utilisateurs. Un autre exemple, on veut justement supprimer des équipes inutilisées. Ben, pour cela, il faut automatiser la gestion du cycle de vie en mettant en place des groupes d'expiration d'équipes, une stratégie d'expiration d'équipe. Donc, voilà un petit peu la démarche qu'on a menée avec ce client. Et pour le montrer justement sur ce cas d'usage, si on reprend notre cas d'usage de nommage des équipes, ici, vous constaterez donc très rapidement qu'on peut, depuis l'Active Directory, aller créer donc une stratégie d'attribution du nom à un groupe, donc à une équipe spécifique. Donc ici, par exemple, j'ai créé une stratégie avec une équipe qui se créerait automatiquement avec un préfixe, qui serait le département. Donc, vous pouvez mettre en place ces stratégies, sachant qu'il faudra que vous ayez la licence qui est l'Azure Active Directory Premium P1. On a parlé donc des outils mis à disposition pour le pilotage et vous en avez plusieurs. Donc, depuis les consoles, via les centres d'administration Microsoft 365 ou les consoles spécifiques comme Teams, SharePoint. Vous avez également l'outil d'analytique Power BI qui vous permet donc d'éditer des tableaux de bord ou encore vous pouvez aller créer vos propres rapports grâce au Microsoft Graph API. Pour terminer, une chose que nous vous recommandons, c'est que même si vous mettez en place une gouvernance structurée et pertinente, il ne faudrait pas la dissocier d'une adoption, une démarche d'adoption et de conduite du changement, parce que c'est celle-là qui va, on va dire, boucler la boucle. C'est celle-là qui va garantir justement un ROI. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le ROI dans l'usage des outils va dépendre d'un facteur humain qui est celui de vos collaborateurs. Donc, n'oubliez pas justement de les former, de suivre justement leur usage de la solution, de lever les freins si besoin et donc justement de mettre en place les bons indicateurs pour voir où est-ce qu'ils en sont. Voilà, nous sommes arrivés au terme de notre webinaire. À toutes fins utiles, je vous laisse quelques liens qui vous permettront d'aller plus loin dans les sujets abordés et nous vous laissons en annexe justement une description de nos services Immersion 365, donc liés à l'usage et Gouvernance 365 liés à la mise en place de vos projets de gouvernance. Et on pourra peut-être passer donc à la partie questions. Alors oui. Léo, est-ce que il y a des questions que tu voudrais soumettre, certaines choses déjà? Oui. Alors, il y a une question assez intéressante d'un participant qui se posait la question si, par exemple, on a une base d'utilisateurs qui est chez Google et qu'il n'a pas envie d'utiliser Azure AD, comment puis-je gérer ma gouvernance, donc gérer les équipes, les groupes, l'administration de Teams, les interactions avec SharePoint et la gestion des invités? Alors, si je reprends, l'utilisateur a du Google. Oui. Et souhaiterait gérer ses invités. Voilà, il souhaite quand même gérer sa gouvernance, donc avec donc malgré le fait qu'il utilise du Google, il souhaiterait utiliser quand même ses équipes, son administration de Teams et ses interactions avec SharePoint. Comment ça se passe sans avoir à utiliser Azure AD? Alors, effectivement, cette fonctionnalité, cette capacité à aller
faire ce suivi est typiquement en fait propre à l'Azure AD. Donc après, donc si je comprends bien, c'est que on est dans deux types de solutions, du Google, du Microsoft. Donc vous avez des licences, mais pas la licence en question. Vous voulez gérer des invités. Alors il y a des basiques, enfin des basiques. Justement, comme on l'a vu dans la démo, il y a certaines choses que vous pourrez faire. Du point de vue de vos invités, vous pourrez quand même aller restreindre les accès. Vous pourrez aller définir justement des niveaux d'autorisation. Ça, de toute façon, c'est accessible via les centres d'administration, par définition. Là, ça va plus concerner des fonctionnalités avancées. Effectivement, le fait, par exemple, de nommer, par exemple, des équipes, ça ne va pas être possible parce que là, vous allez avoir besoin spécifiquement de cette licence. Mais tout ce qu'on a vu avant, après, il faudrait qu'on ait la vue aussi sur les licences que vous avez, mais il y a beaucoup de choses que vous pourrez déjà faire avec vos acquis. Mais vraiment à votre disposition si vous voulez qu'on regarde plus en détail le contenu de vos licences pour voir justement comment vous pourrez positionner votre curseur de gouvernance. Ok, merci Alexia pour cette réponse. Alors, on a ensuite une autre question. Est-ce qu'il y a possibilité d'avoir un rapport de droit? Car aujourd'hui, c'est assez facile de rompre les droits des héritages, j'imagine, des utilisateurs. Mhm. Alors, un rapport de droit pour plus dans les équipes Teams ou au niveau même de l'administration? Bah, peut-être y répondre de manière générale. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans tous les cas, tout ce que vous voyez sur l'interface, vous pouvez le récupérer. Alors, ce sera peut-être pas forcément depuis les consoles, mais vous avez forcément un script PowerShell qui vous permet de faire des extractions. Comme vous pouvez avoir un script PowerShell qui vous permet d'extraire des équipes orphelines ou justement tous les propriétaires d'une équipe, vous pouvez aller récupérer justement tous les rôles qui sont attribués. Ok, très clair. On a également une question. Alors, que se passe-t-il lorsqu'une équipe est supprimée avec un cycle de vie? Peut-on l'archiver pour la récupérer par la suite? Oui, alors vous avez justement des délais par défaut qui existent dans votre centre d'administration SharePoint. Si je ne me trompe pas, lorsque vous supprimez une équipe, vous avez 90 jours pour changer d'avis. Voilà. Bah, il faudrait qu'on le respécifie, mais voilà, vous avez 90 jours pour vous rendre compte que vous êtes trompé et justement restaurer votre équipe. Oui, je crois que c'est ça, Alexia. Je me permets de Ça, ouais. confirmer pour Mhm. avoir vérifié. On a ensuite on a aussi une question. Est-ce que on peut empêcher le téléchargement sur des équipements qui ne sont pas contrôlés? C'est-à-dire, par exemple, les documents qui sont pas partagés dans le cadre d'une discussion Teams, par exemple. Et Donc, empêcher le téléchargement de documents qui sont. Alors, déjà, oui, on peut empêcher les téléchargements. Ça, par définition, oui. d'accord. Vous pouvez Ok. bloquer les téléchargements de documents. Maintenant, ce que vous dites, ce serait donc de définir en fait une condition liée au fait que ce soit fait via un périphérique donné. Donc ça, oui, Oh, si vous, encore une fois, vous créez un accès conditionnel, justement, enfin, une action conditionnelle, vous pourrez le faire. parfait. Voilà pour les questions. Très bien. Bah, écoutez, si donc j'ai vu que voilà, vous y avez également quelques questions sur le replay. Effectivement, vous aurez le replay à l'issue de ce webinaire. Vous recevrez également une petite enquête très rapide de 2 minutes
sur ce que vous avez pensé du webinaire, sur les sujets que vous souhaiteriez aborder peut-être dans un prochain webinaire, ou si vous souhaitez être contacté sur un sujet spécifique. Donc, nous vous remercions par avance donc, pour votre retour sur cette enquête. Voilà, donc nous vous laissons évidemment nos coordonnées si vous avez un sujet, un projet justement que vous souhaiteriez démarrer. Nos équipes sont à votre disposition pour vous accompagner et pour qualifier ensemble. Merci à toi, Alexia, pour ce webinaire. Merci à vous. Merci pour votre participation nombreuse. Également pour avoir joué le jeu donc, des sondages et des quiz. Merci à tous. Merci. Donc, excellente fin de journée. À très bientôt. Merci, au revoir.